Ce soir à l'émission, les élèves du Centre de formation agricole de Mirabel tiennent boutique. Je vous présente le travail de 3 différents programmes. Santé sexuelle, le dispensaire inaugure ses nouveaux locaux à Saint-Jérôme. On offre des services vraiment de dépistage, d'ITSS pour les personnes vulnérables et marginalisées. En entrevue, je reçois la directrice générale de Centraide de Laurentide, Dominique Deschênes-Lambert, à propos de la campagne de souscription 2025. Si on aide Sophie, une jeune maman, bien en bout de ligne, c'est pas juste Sophie qu'on va aider. Ça peut être son enfant, l'enfant qu'elle a, son conjoint, la communauté, parce qu'elle va être capable de reprendre ses moyens. Québec sort de son mutisme et publiera les résultats des échantillonnages prélevés aux environs de Stablex. La mairesse Poulain réagit. Dès qu'on aura ce rapport, je me suis engagée à le rendre public auprès de ma population. Enfin, Pierre-Luc Gauvreau nous explique la baisse du taux directeur annoncé par la Banque du Canada. Ceux qui bénéficient d'un taux hypothécaire à taux variable, ben, on a une baisse. Bienvenue à Accès local. Mardi 30 septembre 2025, bon début de soirée, c'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Genet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. L'automne, Clara, c'est la saison des récoltes. Les élèves du Centre de formation agricole de Mirabel organisent un marché. C'est une fois par semaine, le jeudi, pour vendre les fruits et légumes de leur travail. Oui, Claude, tout à fait. Donc, vous pouvez faire vos emplettes au centre tous les jeudis, comme vous le dites. Alors, je vous laisse découvrir ça dans notre reportage de ce soir. Le Centre de formation agricole, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un centre voué à l'agriculture, fait qu'on est à Saint-Scolastique, à Mirabel. Aujourd'hui, dans le fond, je vous présente le travail de 3 différents programmes. On a le programme de production horticole, on a un programme de fleuristerie, on a le programme de production animale aussi. Fait que nous, production horticole, on est affairés à faire pousser différents légumes, différents fruits. Fait qu'on a un jardin pédagogique de plus de 1 hectare sur la ferme école dans lequel on retrouve des légumes, des fruits, des fleurs. Et c'est un legs, dans le fond, que les élèves ont fait l'an passé en fin de formation et que nos nouveaux élèves qui sont arrivés au mois d'août ont bénéficié. Et nos élèves de cette année, parce que le programme dure uniquement 1 an, nos élèves de cette année vont refaire ce leg-là pour les élèves des années à venir avec nous autres. On n'a pas loin de 70 différents produits qu'on apprend à récolter. On a autant différents types de choux, différents types de poivrons, même des piments. Aujourd'hui, on a récolté des poireaux, des tomates, cerises, donc on va un petit peu partout. Pendant la vente, on a l'équipe de fleuristerie. On fait pousser des fleurs également. Fait que l'équipe de fleuristerie est en place pour faire des bouquets avec des fleurs locales. Fait que on a des enseignants de fleuristerie, on a des élèves qui sont là, qui mettent la main à la pâte pour faire des bouquets de fleurs locales pour les clients, les gens qui viennent nous voir pour cette belle vente-là. Puis, on a aussi le programme de production animale qui est là parce que dans le cadre de leur formation, ils ont à voir l'élevage des animaux. Fait que sur la ferme école, on a un beau troupeau de moutons et cet élevage-là est destiné à faire de la viande, bien sûr, mais tous les entretiens qu'ils doivent faire sur les animaux pour mener à bien leur santé. On vend de l'agneau, 3 sortes de saucisses. On a des côtelettes, des cubes et la viande hachée. Tout ce que tu peux avoir de l'agneau. Fait qu'ils font du concret, ils ont vraiment les 2 mains dedans tout au long de la formation pour que leur projet fasse du sens puis qu'ils deviennent employables dans le milieu du travail. C'est vraiment incroyable parce que il y a une fierté derrière ça parce qu'en plus, on a la chance de pouvoir les vendre aux gens. Donc, de pouvoir voir les gens qui sont vraiment épanouis devant toute l'amplitude, devant la richesse de ça, c'est vraiment valorisant. C'est sûr que ça nous pratique pour le métier plus tard, puis ça nous montre un peu la réalité du service à la clientèle, puis qu'est-ce que c'est le métier de fleuriste. Puis c'est vraiment le fun là, c'est un petit aspect création plutôt tranquille. Je suis très fier de vendre ce qu'on a travaillé si fort pour produire. Et on fait ça tout ensemble, puis c'est vraiment gratifiant. Cette vente-là, qui se déroule à tous les jeudis midi. Le but, c'est vraiment de d'écouler nos produits que l'on récolte, puis de faire un petit fonds d'entraide avec lequel on pourrait fournir des cartes de nourriture, des cartes d'essence et
aussi un fonds d'aide advenant qu'un élève aurait un avarie quelconque puis il aurait besoin d'un prêt monétaire en attendant. Fait qu'on a vraiment cette optique-là sociale pour que les élèves puissent se concentrer sur leur formation et pas être affairés à aller travailler nécessairement à temps partiel ou quoi que ce soit dans le cadre de leur formation. On fait affaire avec différents organismes parce que ça arrive que ça déborde dans les champs puis qu'on réussit pas à tout écouler. Fait que, advenant qu'il y ait des surplus de légumes à chaque semaine, on fait affaire avec un centre qui est ici dans le village à Saint-Scolastique qui s'appelle Tous à table, qu'on peut donner nos excédents, qui est vraiment une distribution un peu plus locale, qui font des produits transformés avec ces légumes-là. Je suis venu à la vente, dans le fond, de légumes, puis je suis venu chercher des fleurs pour ma femme. Fait que c'est ça. Je viens toutes les semaines chercher des légumes puis des fleurs. Je trouve que c'est une super belle place pour venir magasiner des produits pas chers. Pour elle, les prix sont incomparables pour des vraiment beaux produits de très bonne qualité. Et Clara, le centre vient tout juste d'annoncer un nouveau partenariat avec la Tablée des chefs et la Manufacture des Laurentides. Oui, donc les élèves et les enseignants du centre de formation portent maintenant en main forte au programme des soupes solidaires, donc une initiative qui vise à combattre le gaspillage et l'insécurité alimentaire en transformant des denrées invendues en soupe qui sont ensuite distribuées dans des écoles de la région. Alors le CFAM participe maintenant au projet en fournissant des légumes pour la préparation des repas. Merci Clara, on se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question de santé sexuelle et du dispensaire. À plus tard, Claude. Palliavi annonce la création d'une capsule temporelle afin de souligner le début des travaux de son futur centre de jour. Cette capsule contient des messages rédigés par des donatrices et donateurs, des bénévoles, des employés et des partenaires, de même que des témoignages qui racontent le chemin parcouru par Palliavi depuis 1983 jusqu'à aujourd'hui. Elle sera scellée dans l'un des murs du pavillon Diane Richer-Guénette in Memoriam, Fondation Famille Guénette, qui abritera le futur centre de jour Palliavi. Olivier Provost-Marchand a été nommé directeur général adjoint de la ville de Bois-des-Filions le 23 septembre dernier, lors d'une séance extraordinaire du conseil de ville. M. Provost-Marchand évolue dans le monde municipal depuis plus de 11 ans. Il a agi en tant que conseiller en vérification, directeur adjoint et assistant trésorier par intérim, puis comme directeur de l'administration et des finances par intérim. Son travail permettra d'offrir un soutien stratégique auprès de la direction générale, d'assurer la cohésion entre les services et de contribuer à la mise en œuvre des priorités du conseil municipal. Quand on aide une personne, c'est toute la communauté qui en bénéficie. C'est du moins une véritable conviction chez Centraide Laurentide qui vient de lancer sa campagne annuelle de souscription. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Deschênes-Lambert, directrice générale de l'organisme. Bonsoir, Madame Deschênes-Lambert. Bonsoir, M. Desjardins. Cette phrase-là, elle se trouve au cœur de la campagne. Elle est bien jolie, mais concrètement, qu'est-ce qu'elle contient? Dans le fond, elle contient une vérité qui vient du fait que Centraide, on aide en moyenne 1 personne sur 5. Mais réellement, c'est 5 personnes sur 5 qui en bénéficient. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on aide Sophie, une jeune maman, bien en bout de ligne, c'est pas juste Sophie qu'on va aider. Ça peut être son enfant, l'enfant qu'elle a, son conjoint, la communauté, parce qu'elle va être capable de reprendre ses moyens et de redonner à la communauté. Le fameux effet domino ou l'effet papillon, exactement ça. C'est exactement. Votre mission globale chez Centraide Laurentide, c'est de soutenir des organismes ou des projets dans des champs d'action particuliers. Il y en a 4. Quels sont-ils? On est là pour assurer l'essentiel. Donc, d'avoir un toit, d'avoir de la nourriture, d'avoir des vêtements, avoir la capacité de se déplacer. On est là pour assurer le développement des jeunes, assurer leur présent et leur avenir. Donc, agir tôt pour assurer une réussite future. On est là pour briser l'isolement. Quand on pense ici dans la région, on a les migrations, les jeunes mamans, entre autres, les personnes âgées. Donc, on brise l'isolement en soutenant des milieux de vie et surtout, on bâtit des milieux de vie qui sont rassembleurs. En soutenant, exemple, un jardin communautaire qui va rallier plein de gens de différents horizons, en fait. On est témoin, Mme Deschênes-Lambert, depuis quelques années, d'une aggravation des problèmes que vous évoquez. Les besoins augmentent, les organismes sonnent l'alarme, les gouvernements ne sont plus très généreux, en tout cas de plus ou moins. Est-ce que ça met de la pression supplémentaire sur un organisme comme Centraide? Ah, c'est évident. Ouais. Évident, parce que dans le fond, nous, notre mission première, on soutient, vous l'avez dit, des organismes et des projets. Notre première mission, c'est l'organisme, donc soutenir à la mission. Quand un organisme reçoit une augmentation des demandes d'aide alimentaire, il n'y a pas plus la capacité. Donc, c'est quoi la réalité? Ben, ça fait qu'une direction générale vient me voir à bout de moyens. Elle m'explique qu'elle doit séparer un pain en 4 pour être en mesure d'offrir du pain à chacune des familles qui sont là. Donc, ça se répercute comment? Plus de besoins. Donc, on doit offrir davantage de soutien financier pour permettre aux organismes de répondre aux besoins. C'est aussi une réalité que les organismes communautaires, on s'implique tellement
que les gens viennent à s'oublier. Donc, on a aussi un enjeu au niveau des organismes communautaires on veut tellement répondre aux besoins grandissants, vous l'avez dit, alimentation, logement, etc., mais qu'on s'oublie. Donc, on est là pour offrir un soutien financier, mais aussi une écoute aux organismes communautaires parce que ça peut devenir épuisant. Quand je vous confirme que ça l'est, c'est important de ne pas s'oublier pour la communauté. Je reviens à la campagne. Il y a plusieurs façons de donner. La plus courante, c'est celle de la campagne en milieu de travail. Expliquez-nous comment ça fonctionne. Dans le fond, Centraide, pour donner une idée, l'année passée, c'est 2,8 millions qu'on est allé chercher. À peu près, là, c'est un 80% qu'on est des milieux de travail. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise offre à ses employés de faire des déductions à la source. Donc, ça paraît moins. C'est un don qui est récurrent à chaque paye, à chaque semaine, 2 semaines. Il y a un montant qui est prélevé et qui va être remis à Centraide à la fin de l'année. Pour nous, ça amène une continuité, puis ça amène aussi davantage de revenus qu'on est capable de réinvestir dans nos organismes communautaires. Le montant que vous donnez en exemple, c'est le 5 là, par paye, qui donne 260 au bout de l'année. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 260 On peut faire tellement de choses. Avec un 260 on peut, exemple, offrir des petits déjeuners pour des enfants pendant une année. J'ai pas le chiffre exact, mais de mémoire, puis c'est au minimum, je pense qu'il y a à peu près comme 5 enfants pendant une année complète scolaire qui peuvent avoir un petit déjeuner qui va être offert grâce à un 260. Un 260 peut permettre à une maman d'avoir accès à une cuisine collective, de rencontrer des gens, briser son isolement, apprendre à cuisiner des aliments qu'elle n'aurait pas appris sinon. Ça peut permettre d'avoir une intervention avec une personne qui est avec un enjeu de santé mentale. Son proche aidant ne sait pas comment intervenir. Bon, ça peut avoir une rencontre pendant 3-4 heures avec cette personne-là pour l'aider. Donc, un 260 qui part d'un 5 par paye fait un grand bout de chemin. Donc, on peut faire énormément de choses. Écoutez, en terminant, je mentionne qu'on peut aussi faire un don en tout temps. On a qu'à aller sur le site web de Centraide Laurentides. Je vous souhaite tout le succès escompté pour cette campagne. Dominique Deschênes-Lambert, merci beaucoup d'avoir été là. Merci, M. Desjardins. Au revoir. Le service de la sécurité incendie de la ville de Blainville invite la population à participer à l'activité Porte ouverte qui se tiendra le samedi 4 octobre de 10h à 14h, et ce, dans les 2 casernes de la ville. Plusieurs activités familiales seront proposées, comme la présentation des véhicules d'intervention et des équipements, un kiosque de prévention et un rallye des éditions Petite Mine. Le ministère des Transports et de la Mobilité durable invite les automobilistes à être prudents lors de leurs déplacements en raison d'une présence accrue de la grande faune aux abords des routes. Les mois d'octobre et de novembre demeurent l'une des périodes où le danger de heurter un animal est à son maximum. Ce risque s'explique notamment par la saison de la chasse et de la tombée plus hâtive de la nuit. De la signalisation est en place dans les secteurs concernés pour informer les automobilistes de la présence de la grande faune. Des clôtures anti-cervidés et des passages phoniques ont aussi été aménagés à plusieurs endroits au Québec. En compagnie de Pierre-Luc Gauvreau, qui reprend sa chronique financière. Bonsoir, Pierre-Luc. Bonsoir, Claude. Pierre-Luc, la Banque du Canada a annoncé une baisse du taux directeur qui passe de 2,75 à 2,5 Pourquoi est-ce que la Banque du Canada a pris cette décision? Bien, la raison principale, c'est qu'un ralentissement économique marqué au Canada, ce qui chiffre à une baisse du taux du PIB de 1,6 pour le deuxième trimestre. On a une augmentation du taux de chômage qui est à 7,1 Puis je dirais que l'autre, ce qui est le facteur le plus déterminant, c'est qu'on a une baisse des exportations de près de 30 ce qui est énorme depuis le début de l'année. Quand je combine ça à d'autres chiffres, je regarde juste le mois d'août dernier, on a une perte d'emploi de 66 000 emplois au Canada, juste pour le mois d'août. Et quand je regarde aussi un petit peu dans l'histoire, on s'amène à 2 ans jour pour jour au mois de septembre 2023. Est-ce que tu te souviens combien était le taux directeur de la Banque du Canada? Si tu t'en souviens pas, il était à 5. Là, on est à 2,5. Merci, je m'en souvenais pas. Les 2 dernières années, on voit qu'il y a eu une baisse du taux directeur pour justement stimuler l'économie canadienne. Puis je regardais les derniers chiffres au niveau du taux de chômage au Québec. On était en septembre 2023 à 4,5 qui était historiquement le plus bas taux de chômage. Puis on est à 6. Fait que tu vois qu'il y a eu des pertes d'emploi, donc le taux de chômage a commencé à augmenter. Et quels sont les principaux facteurs derrière ce ralentissement? Je dirais qu'il y a 2 principaux facteurs. On a évidemment notre guerre commerciale avec les États-Unis, mais aussi la Chine qui en a rajouté une couche. Puis évidemment, notre marché de l'emploi. Je regardais encore ce matin, Claude, tout frais, là, le gouvernement de Trump voudrait augmenter encore les droits de douane de 10 sur le bois d'œuvre canadien et même de 25 sur tous les meubles en bois. Il faut comprendre à nos auditeurs que
le bois d'œuvre canadien, c'est notre principale exportation. On est le principal fournisseur aux États-Unis. C'est notre plus gros client. Donc, si on baisse nos exportations, encore une fois, dans ce secteur-là, ça risque de nous faire mal. Puis, je rappelle, au niveau de la Chine, on avait, pour protéger notre secteur automobile, on avait imposé des droits de douane de 100% sur les véhicules électriques chinois. Ouais. Eux, ils se sont tournés de bord et ils nous ont imposé 100% de frais de douane sur l'huile de canola. Donc, ça aussi, ça fait baisser nos exportations. C'est un de nos principaux clients. Donc, ça vient pas nous aider là, pour notre relance économique. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça change pour les Canadiens? Bien, évidemment, ceux qui bénéficient d'un taux hypothécaire à taux variable, bien, on a une baisse, mais rappelle-toi, Claude, il y a 2 ans, quand le taux directeur était à 5, ben, il y a le gros prix de cette augmentation-là. Là, aujourd'hui, on a le contre-coup positif, baisse de paiement hypothécaire. Tous ceux qui vont renouveler leur prêt hypothécaire prochainement, ben, ils vont avoir un contexte où ils vont être capables de le faire avec des taux qui sont plus avantageux. Tous les prêts à la consommation, prêts personnels, marge de crédit personnel, bien, tous ceux qui sont endettés actuellement, bien, on pourrait avoir des économies de dizaines à une centaine de dollars par mois. Donc, ça pourrait les aider. Donc, on baisse le taux directeur pour tenter de relancer l'économie. Est-ce que ça fonctionne? Bien, actuellement, c'est sûr qu'il n'y a pas juste ce facteur-là de baisser le taux directeur. Je regarde, au mois d'octobre prochain, on devrait avoir encore une autre annonce de la Banque du Canada. En parallèle, on attend aussi le gouvernement fédéral devrait nous annoncer bientôt leur budget fédéral. Donc, le premier ministre Carney il a déjà annoncé certaines mesures pour soutenir l'économie, mais on est toujours en attente de voir concrètement ce qu'il va faire. Donc, la Banque du Canada va pouvoir statuer une fois qu'on aura un peu plus de données à ce niveau-là. Ouais. Et est-ce qu'on risque de se retrouver en récession? Bien, selon le gouverneur de la Banque du Canada, non. On ne devrait pas, c'est assez improbable qu'on tombe en récession. Par contre, on devrait avoir une croissance économique assez faible. Donc, on parle de 1% pour les 6 prochains mois. Donc, tout va dépendre de qu'est-ce qui va se passer avec nos amis du Sud, puis le marché du travail. Savoir si on a une vigorosité ou pas, tout simplement. Merci Pierre-Luc, toujours très éclairant. Merci. Un peu plus d'une semaine après la décision annoncée par la ville de Blainville de prélever elle-même des échantillons de sol, d'eau et d'air dans les environs de l'usine Stablex, Québec sort de son mutisme et s'engage à publier les résultats de ses propres analyses. J'en discute avec Lisa Poulin, mairesse de Blainville. Bonsoir, Madame Poulin. Bonsoir. Je résume un peu. Là. Vous aviez décidé d'aller de l'avant parce que, d'une part, l'ex-ministre de l'Environnement, M. Charette, n'avait pas donné suite à son engagement là, de publier les résultats des analyses faites en 2024, bien qu'il affirmait que tout était conforme, sauf peut-être des petites non-conformités dans les eaux souterraines. Ensuite, vous avez appris que les prélèvements qui étaient prévus cette année seraient peut-être repoussés à 2026. Vous avez fait la sortie conseil, vous avez dit on va les faire nous-mêmes, nos analyses. Coup de théâtre, les données de 2024 sont rendues publiques et le ministère vient de lancer une campagne d'échantillonnage assortie d'une promesse d'en publier les résultats cet automne. Je m'excuse d'avoir été aussi long, il fallait que je fasse la mise en contexte. Votre analyse de la situation ce matin? C'est à la suite d'une rencontre que j'ai eue avec M. Charette en mai dernier, ainsi que le député local. On avait convenu de 3 engagements, dont celle de rendre publics les résultats d'échantillonnage historiques qui sont réalisés par le ministère de l'Environnement au pourtour de l'entreprise. Vous avez mentionné le fait qu'en 2024, ils ont procédé à un échantillonnage. Tout était conforme. Il y avait des anomalies, si vous me permettez. Là, c'est plutôt à ce niveau-là. Je veux juste reprendre les mots que vous avez dit en début d'entrevue. J'ai dit non-conformité. Exact. Donc, tout était conforme, mais il y avait certaines anomalies. Donc, dans le cadre de la procédure environnementale, dans le cadre de leur suivi environnemental, ils doivent réaliser des échantillonnages à chaque année. Donc, cet engagement de rendre public les données est encore sur la table. Donc, effectivement, j'ai fait un suivi avec le ministre Charette au mois d'août par lettre pour lui rappeler qu'il restait toujours cet engagement-là à réaliser. Et dès qu'il y a eu le remaniement ministériel aussi, je leur ai demandé, j'ai tout de suite contacté en fait par écrit M. Drainville en lui demandant une rencontre, parce que je souhaite lui l'informer, si vous voulez, des préoccupations de ma population. Puis je voulais aussi lui rappeler les engagements qui ont été pris par son prédécesseur. Ouais. Donc effectivement, puis je n'ai toujours pas eu de nouvelles de cette rencontre à venir avec M. Drainville, mais je vois que le remaniement ministériel semble avoir fait bouger les choses, amener un nouveau leadership au niveau du ministère de l'Environnement, puisqu'effectivement, hier, là, j'ai appris par les nouvelles, tout comme vous, que ils vont rendre public
les échantillonnages de 2024 et ils vont faire des échantillonnages. Ils vont procéder à des échantillonnages cet automne. Est-ce que vous irez tout de même de l'avant avec votre propre campagne d'échantillonnage? Elle est en cours. Elle est en Donc, cours. absolument. Moi, je continue avec ce que j'ai annoncé à ma population, comme quoi on procède à nos échantillonnages. Là, c'est sûr que les délais avec les différents laboratoires d'analyse, là, je peux pas les connaître, mais dès qu'on aura ce rapport, je me suis engagée à le rendre public auprès de ma population. En même temps que le gouvernement, ou si vous vous donnez la possibilité de publier vos résultats avant que le gouvernement sorte les siens? Ben, vous comprendrez que moi, j'ai appris hier par les médias qui entamaient une campagne d'échantillonnage. Je ne sais pas où ils sont rendus dans leur processus, mais moi, par rapport à ma population, j'ai pris un engagement de les rendre publics dès que j'aurai les résultats. Donc, je vais poursuivre dans ma lancée. Après ça, on pourra voir comment eux réagiront. Mais aussi, bien que j'apprécie le fait qu'il a été annoncé hier qu'elle allait rendre publics les résultats de la campagne d'échantillonnage de 2024, je réitère que l'engagement qui avait été pris par le ministre de l'Environnement, c'était que les données historiques allaient être rendues publiques. Donc là, on a fait un premier pas en avant, mais je vais continuer à demander à ce que les résultats historiques soient également rendus publics. Quel est votre niveau de confiance actuellement à l'égard du ministère de l'Environnement? Ben, écoutez, il faut que je garde confiance envers l'institution qui a la responsabilité d'encadrer l'usage de l'entreprise dont il est question ce matin. Puis je ne voudrais surtout pas, puis c'est pour ça que j'ai fait quand même beaucoup d'actions diplomatiques, je dirais, là, avant d'annoncer le fait qu'on procédait avec nos échantillonnages, parce que je ne veux pas que Blainville se substitue à la compétence du ministère de l'Environnement. Toutefois, dans la mesure où ils vont pas de l'avant à la vitesse qu'on le souhaite, puis qu'ils répondent pas aux besoins puis aux préoccupations de la population, mais là, c'est là que j'interviens puis que je fais des annonces comme celle que j'ai faite la semaine dernière. Vous avez été exproprié par le gouvernement du Québec. Vous avez perdu un terrain sur lequel Stablex a fait actuellement des travaux. Vous continuez de contester la loi 93. Même si vous obtenez gain de cause, le terrain, il va quand même avoir été diablement abîmé. Alors, dans quel but vous continuez la contestation? Est-ce que c'est sur une question de principe? Non, je suis pas du tout dans une question de principe. Ben, premièrement, je le fais au nom de toutes les municipalités du Québec. On n'a jamais vu un gouvernement qui exproprie une municipalité pour une entreprise privée. Donc, je considère que ça crée un précédent qui est préoccupant. Donc, je porte un dossier, à mon avis, pour l'ensemble des municipalités du Québec. Donc, c'est pour ça que je continue d'aller de l'avant avec cette contestation. Maintenant, bien que l'entreprise commence à travailler le terrain, à préparer le terrain, je prétends que dans l'éventualité où on réussit à obtenir gain de cause, qu'on fait invalider la loi 93, la nature pourra reprendre sa place, mais surtout qu'on aura empêché de fragmenter la grande tourbière avec une cellule dans laquelle on va venir enfouir des matières puis qui va rester à perpétuité sans connaître l'impact sur le milieu naturel là, qui est la grande tourbière. Là. Il nous reste une minute. Je vais absolument parler du fait que vous souhaitez acquérir des terrains dans la Grande Tourbière, j'imagine, à proximité de la cellule 6. Si vous arrivez à les protéger, on vient d'être témoin du fait que c'est quand même assez facile pour un gouvernement de déposséder une ville. Est-ce qu'on va être mieux armé la prochaine fois? En fait, on n'est pas dans le si, hein. On est en train, ça fait plusieurs mois, plusieurs années qu'on est en processus d'acquisition des lots privés dans notre Grande Tourbière. Donc là, la dernière séance du Conseil, j'ai déjà fait des acquisitions. Les autres acquisitions sont en cours. On a fait une demande de subvention à la CMM pour subventionner l'acquisition de ces terrains-là. Et là, on va ensuite voir quel statut de protection on pourra leur accorder à perpétuité. Et bien sûr, il y aura une mise en valeur là, pour que la population puisse bénéficier de ces milieux naturels-là. Mais rappelez-vous qu'une municipalité, c'est une créature du gouvernement. Donc, cette initiative qu'on fait, nous, le conseil municipal, dans le cadre de notre plan de transition écologique, bien qu'elle aurait été faite il y a 1 an, le gouvernement aurait pu procéder à l'expropriation du terrain par loi privée, comme ils l'ont fait en mars dernier. On va suivre le dossier avec beaucoup d'attention. Lisa Poulin, mairesse de Blainville, merci beaucoup de votre visite. Merci à vous. Bonne soirée. On est de retour avec Clara Maté-Jonet. Clara, l'organisme Le Dispensaire à Saint-Jérôme vient d'inaugurer des nouveaux locaux. Vous étiez sur place. Oui, Claude, c'est l'occasion de parler de la mission de l'organisme et des enjeux d'actualité entourant la santé sexuelle. Alors, je vous laisse découvrir ça dans notre reportage.
Le dispensaire est une clinique en santé communautaire, une clinique spécialisée en santé sexuelle. On existe depuis 1990. Ça a été fondé par le docteur Robert qui a mis la santé communautaire au monde ici au Québec. Et on offre des services là, vraiment de dépistage d'ITSS pour les personnes vulnérables et marginalisées. C'est sûr qu'on touche aussi la précarité des personnes aussi, les personnes en situation de précarité. Il y a des enjeux en sexualité aussi, en consommation aussi. Fait que ici, on fait du dépistage pour tout le monde, qui est sans jugement. On accepte vraiment toute la communauté LGBTQ aussi. Puis on est vraiment un service de première ligne. Tu sais, souvent, les personnes, j'ai plus de logement, j'ai plus rien, mais si ça part de la santé sexuelle parce qu'ils vivent quelque chose, mais si je te trouve un logement, tu vivras peut-être plus cette violence-là ou ce risque-là. Donc, on va t'aider à obtenir, mettons, des soins de base et ça. Puis souvent, ils réintègrent aussi les services qui existent. Ici, on est au 50 Saint-Faustin. C'est un bâtiment patrimoine. On est super content de l'avoir acquéri parce que c'est un bâtiment qui existe depuis de nombreuses années ici à Saint-Jérôme. Puis il y a eu beaucoup d'affaires qui s'est passé ici, beaucoup de bâtiments privés. Puis je suis contente que là, ça serve vraiment à la ville et à la communauté. Nous, on avait des services psychosociaux puis des services cliniques qui étaient dans 2 bâtiments différents. Là, ils sont à vendre, si jamais il y en a qui sont intéressés. Mais au moins, là, on est tous ensemble. Puis ça fait vraiment un service plus global aussi pour les personnes. Tu sais, avant, tu sais, la clinique envoyait des gens voir les psychosociaux, les intervenants et vice-versa. Mais là, on est tous ensemble, fait que c'est plus rapide, les prises en charge puis l'aide aux personnes. Les gens passent par l'arrière et c'est l'accueil de la clinique, en fait. Et sur le premier plancher, j'ai les médecins et les infirmiers qui sont là pour le dépistage et ainsi de suite. J'ai une intervenante aussi qui est sur le plancher. Et on a un local aussi pour ceux qui vont venir chercher leur matériel de protection et de consommation. C'est sur le premier étage. Au sous-sol, j'ai des intervenants, fait tout pour que la communauté LGBT et autres intervenants sociaux sont dans le sous-sol. Puis aussi, là, il y a des activités qu'on peut faire avec des personnes utilisatrices de nos services. Puis au troisième, qui était jamais utilisé avant ce troisième-là, fait qu'il était à l'abandon. Fait qu'on a besoin de beaucoup de réno, mais il y a un beau potentiel. Il y a une belle grande salle que nous, on veut utiliser pour la communauté, pour inviter les gens à faire ou d'autres organismes à venir faire des activités chez nous. On veut vraiment faire l'optimiser, cette salle-là, pour la communauté. Fait qu'on est en travaux en haut. Il y a une cuisine, tout ça, mais c'est moins beau encore, mais ça s'en vient. On a tout le potentiel, là. Les enjeux, ici à Saint-Jérôme, on a un côté vraiment beaucoup, là, de plus en plus de personnes sans domicile aussi, là. Fait qu'il y a beaucoup d'enjeux de violence puis de consommation. Nous, au départ, on était pour les personnes vivant avec le VIH, la communauté LGBT puis tout ça. Les gens mouraient du VIH avant. Maintenant, il y a un traitement pour le VIH. Ils n'en meurent pas, mais il y a eu tellement de belles avancées, mais au moins ici, on fait les suivis de ces personnes-là avec leur traitement. Sinon, il n'y aura pas d'autres places. À Saint-Laurentine, il n'y a pas grand place. J'ai mes médecins microbiologistes, ils disent, si on fermait, je ne sais pas où je pourrais suivre cette personne-là. C'est quand même important comme un enjeu de santé publique aussi. Puis, avec l'avenue des réseaux sociaux, la santé sexuelle, on a des accrudescences aussi d'ITSS, les plateformes, fait qu'on va essayer d'atteindre aussi, de rejoindre ces personnes-là pour dire, vous pouvez avoir la sexualité que vous voulez, mais protégez-vous. Puis il y a différentes façons de se protéger aussi, c'est pas juste le conventionnel, fait que c'est d'informer la population d'avoir une bonne santé sexuelle, ça existe, puis sans être à risque, en fait, de n'importe quoi. Mais il y en a de plus en plus, là, c'est sûr, la demande est là et les gens sont pas informés. Voilà, Claude, je rappelle que les services du dispensaire sont gratuits et ne nécessitent pas de carte de la RAMQ pour y avoir accès. En plus de ce qui a été dit dans le reportage, les intervenants offrent de l'accompagnement psychosocial, de l'analyse de substances et du matériel stérile. Merci Clara, on se revoit demain. À demain, Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Goûter local suit à l'instant. Je vous rappelle que vous pouvez regarder toutes nos émissions sur notre chaîne YouTube, consulter la programmation sur notre site web. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne.